Quand on se dit que c'est 2 à 3 enfants par classe, 7 à 10% de la population qui se fait violer dans sa famille, on se dit mais comment est-ce qu'on fait quand on rentre dans un restaurant et qu'on se dit bon bah là, s'il y a 30 couverts, il y a 2 à 3 personnes qui se sont fait violer par leur père, par leur grand-père, par leurs frères, par leurs cousins quand ils étaient petits. C'est insoutenable en fait comme violence. En fait, il y a presque 10 ans, j'étais au restaurant avec mes parents. Mon père s'absente de table quelques instants et ma mère me dit, un peu sortie de nulle part, que quand elle était petite, elle a été victime d'inceste, victime d'agression sexuelle de la part de son père. Ce qui m'a vraiment complètement fascinée et interloquée, c'est de me dire que dans ma famille, on avait pu garder un silence pareil. Ça a été le début d'une interrogation très intense pour moi sur laquelle j'ai voulu travailler. Elle l'a fait en l'absence de mon père et je pense qu'elle l'aurait jamais fait en sa présence. Et d'ailleurs, mon père, pendant longtemps, a été une des raisons pour lesquelles moi j'avais peur de travailler sur ce sujet-là et pour lesquelles elle n'était pas sûre de vouloir parler publiquement. Elle se disait qu'il serait pas pour. Elle m'a dit ça un jour, elle m'a dit... pas tant que ton père sera en vie, je pourrais pas te raconter cette histoire publiquement. Et au début, je m'étais dit, bah oui, bien sûr, mon père est très pudique, ça ne se fait pas de parler de ce genre de choses publiquement. Je me suis dit, mais quoi, mon père, c'est pas son histoire, en fait. En quoi est-ce que ça le regarde? Et je suis retournée voir ma mère pour lui dire, mais tu te rends bien compte quand même que c'est un mec qui t'a fait subir ces violences-là, et c'est à cause d'un mec que tu peux pas parler. La féministe en moi est un peu indignée, quoi. Et je pense qu'elle s'est dit, oui, ça ne marche pas, en fait, je peux pas me taire pour ces raisons-là. Et comme fondamentalement, je pense qu'il n'y avait pas tellement d'autres raisons que la peur des hommes. Du coup, elle a parlé. Ce dont je me suis rendu compte, moi, en faisant mon enquête, c'était qu'effectivement, on est tellement habité par ces silences, tellement conditionné à ne pas entendre cette parole-là et à la nier, que même avec la meilleure volonté du monde, parfois, on reçoit ces histoires et c'est comme si rien ne s'était passé. Moi, j'ai rencontré un certain nombre de personnes et il ne se passe rien. C'est-à-dire que c'est comme si la personne en face n'avait pas entendu, y compris quand la personne en face, c'est la mère ou c'est l'époux ou c'est des gens très très proches dont on pourrait se dire que ce serait une déflagration dans leur vie. En réalité, ça va être comme s'il ne s'était rien passé. Parfois, c'est parce que l'interlocuteur n'est pas capable de le recevoir. Parfois, c'est parce que c'est tellement violent qu'après, on se dit « Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'on m'a vraiment dit ça ?» Moi, jusqu'à ce que j'ai les enregistrements vocaux de ma mère qui me racontait son histoire, j'avais toujours ce doute qui revenait en permanence. Et comme par ailleurs, les victimes elles-mêmes sont conditionnées à ne pas en parler, forcément, il y a quelque chose qui ne peut pas circuler. Quand on se dit que c'est 2 à 3 enfants par classe, 7 à 10% de la population qui se fait violer dans sa famille, on se dit mais comment on arrive à fonctionner en fait tous en tant que société? Comment est-ce qu'on fait quand on rentre dans un restaurant et qu'on se dit bon bah là, s'il y a 30 couverts, il y a 2 à 3 personnes qui se sont fait violer par leur père, par leur grand-père, par leurs frères, par leurs cousins quand ils étaient petits? C'est insoutenable en fait comme violence. L'inceste arrive toujours dans des familles où ça a déjà eu lieu. C'est-à-dire qu'on se réveille pas un matin en ayant envie de violer ses enfants, quoi. Donc c'est aussi des familles où on est conditionné au silence puisque les deux sont intrinsèquement liées, la question du silence et la question de l'inceste. Et donc, c'est des familles où les enfants n'auront pas les mots pour raconter et n'auront pas la possibilité, n'auront pas l'espace de parole pour s'exprimer. Donc, dans un autre espace que la famille, comme par exemple celui de l'école, il n'y a pas des gens pour dire « voilà les mots dont vous disposez, voilà ce que c'est les violences auxquelles vous n'êtes pas censé être soumis, que ce soit dans votre famille ou que ce soit ailleurs. Voilà les droits dont vous disposez et vous avez le droit de vous élever pour faire valoir ces droits-là. S'il n'y a pas des gens pour effectivement transmettre ces informations-là, tout simplement, on ne pourra pas protéger les enfants. Donc l'éducation sexuelle, elle est absolument fondamentale et c'est au-delà de l'éducation sexuelle, une éducation au droit, en fait. Ça a changé beaucoup de choses pour ma mère, de parler dans le podcast, dans le livre, de me raconter son histoire et que j'en fasse quelque chose de public. Et elle dit que c'est une libération totale. Ça légitime son histoire et ça dit qu'elle est digne d'être aimée, aussi fou que ça puisse paraître, puisqu'elle a pas loin de 70 ans, ma mère, c'était pas encore complètement acquis. Ça a changé ma vie de raconter cette histoire et je m'y attendais pas du tout. Après avoir travaillé pendant 2 ans sur le sujet, je n'avais pas mesuré à quel point j'étais habitée par ce silence. Et j'ai eu l'impression qu'on me retirait une barre de fer du corps. Moi, j'ai grandi dans l'idée qu'il y avait ce silence dans ma famille, qu'il y avait quelque chose de monstrueux
peu qui s'était passé et je ne savais pas quoi et je ne savais pas où étaient les monstres. Potentiellement, du coup, ils étaient en moi et j'ai grandi avec cette idée-là. Et donc, remettre les monstres au bon endroit, ça a été libérateur.